Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Philippe Richard Bertrand, plein de nouvelles actualités économiques comme d'habitude. Qu'est-ce qui a attiré ton attention dans les derniers jours? La décision de la Fed, les taux ont décidé de rester inchangés. Ben oui. C'est une bonne nouvelle ou pas? C'est une bonne nouvelle. C'est pas surprenant. Évidemment, aux États-Unis, l'économie continue de marcher à plein régime. Elle continue de créer beaucoup d'emplois. L'inflation Ils ont créé 13 millions d'emplois. Les démocrates. Oui. Biden, peu importe. Là, mais en 2023, il y a 13 millions de nouveaux emplois qui ont principalement été dans les Hispaniques, les Afro-Américains, etc. Puis de ça, selon, en tout cas, ce que moi j'ai lu, c'est que dans le 13 millions, il y en a 2 millions que c'est des emplois perdus pendant la COVID. Mais ils ont quand même créé 11 millions de nouveaux emplois. Oui, mais c'est pendant tout le mandat. Là. Ouais. Non, c'est ça? Non, c'est 2023. Ouais, je suis pas sûr de ça. En tout cas, bref, ça pour dire, c'est pas surprenant que la Fed n'ait pas changé son taux. Ceci dit, Jerome Powell, quand il a annoncé la décision plus tôt cette semaine, il a dit que il a un peu préparé le terrain là, pour une baisse de taux. Puis il y a deux choses là-dedans qui m'intéressent évidemment particulièrement. Le premier, c'est que il y a des baisses de taux qui s'en viennent. Le deuxième, c'est que, évidemment, beaucoup ont dit que M. Powell pouvait être un peu frileux de faire quelques décisions que ce soit avant le 5 novembre parce que ça pourrait être perçu comme une forme d'ingérence politique, évidemment. Dans l'élection. Si le taux baisse, c'est comprends. favorable aux démocrates. Là, c'est assez certain. Ça favorise le parti au pouvoir, comme quoi ils finissent bien leur mandat. Tu dis, ils ont créé de l'emploi. Ça a quand même été une run là, boursière, création d'emplois, croissance économique assez fabuleuse sous Biden. Je suis très sceptique du lien entre administration politique et performance économique. Là, moi, je pense pas que c'est grâce à Biden. Probablement, les 2 dernières années de Trump ont donné les 2 premières années du mandat de Biden. Là, il y a toujours un décalage. Mais il ne faut pas se cacher. Mais ça pour dire que dans la tête des gens, les 4 années de Biden, ça aurait été d'excellentes années. Et pourtant, les Américains sont comme très sceptiques de la situation économique qu'ils vivent actuellement. Mais les 20 derniers jours aux États-Unis, moi, j'y étais. Oui. Dans les 20 derniers jours, j'ai été 14 derniers jours. C'est incroyable ce qui s'est passé. Tu as les taux qui n'ont pas été changés. Tu as Biden qui a décidé de ne plus se présenter. Tu as un attentat sur Donald Trump. Moi, la journée que j'étais là, c'était pas agréable du tout. Là. Il y a eu, tous les Américains avaient peur. Il y a des gens qui se garochaient en Californie pour aller acheter de l'eau. Puis c'était l'apocalypse. Là. Puis il y avait été question pendant 1 heure, on ferme-tu les aéroports partout aux États-Unis. Je t'ai entendu à Pierre Nantel raconter tout ça. C'était quelque chose. Autre nouvelle, Québec investit 10 millions dans une batterie destinée à l'aéronautique. J'aimerais juste saluer notre recherchiste Alice Fournier parce qu'elle a mis ça dans le pacing. Je suis comme 10 millions. On parle-tu d'affaires aussi puny que 10 millions dans la show? Voyons, non, c'est comme une virgule après la virgule. Tu sais. Mais après blague à part. 7 milliards. C'est ça. Non, mais je blague évidemment. Mais tu sais, faut dire qu'à la lumière de tous les investissements qui ont été annoncés dans filière batterie, aéronautique et tout ça ces derniers mois, 10 millions, c'est comme un peu d'une poignée de change, là, proportionnellement gardant. Je veux pas être snob, évidemment. Mais oui, c'est pour des batteries pour l'aéronautique, là, une compagnie suisse qui va venir s'installer à Longueuil. Puis bon, tu vas peut-être être un peu rabiboché avec la nouvelle, Phil. C'est pas une subvention, c'est une prise de participation en équité. Là. Fait qu'on investit. Non, mais ça, c'est une bonne idée. Comme toi puis moi, on investirait. Là. Fait que c'est une bonne idée, ouais, je pense. Si on pense que ça va marcher. Mais la question, c'est toujours la même. T'sais, mettons que c'est une super bonne opportunité d'affaires. Là. Pourquoi que c'est l'argent de l'État qu'il faut qu'il investisse? Mettons que toi, tu vois une affaire, t'es sûr que ton argent il va doubler. Tu vas y donner le 10 millions. Là, tu comprends? Comme, pourquoi il n'y a pas genre une banque ou un... Non, mais j'en ai parlé là, beaucoup dans les 2 dernières semaines avec Pierre Nantel. Okay. Mais quand la Caisse de dépôt dit non, OK, le gouvernement... Parce que le gouvernement, il fait un clin d'œil à la Caisse de dépôt. Là, les banquiers prennent ça. Puis là, les banquiers disent trop risqué, non. Après ça, c'est le risque. C'est le risque. Après ça, il y a un autre clin d'œil qui est fait. Puis là, les mêmes politiciens disent à Investissement Québec, regardons ça. Puis si Investissement Québec dit non,
La mode maintenant, c'est que le gouvernement du Québec met l'argent. Mais là, ça, ce 10 millions-là, c'est IQ, non? Oui, non, mais cette fois, dans ce cas-là... c'est le deuxième backstop. On n'est pas rendu... On n'est pas rendu au troisième. On n'est pas rendu la main dans la poche à Francis. C'est la C220 Airbus. C'est le MEI, c'est le gouvernement du Québec. Bypasser la caisse. IQ, qui a mis le gouvernement du Québec. 413 millions. 413 millions. Ah, je ne sais pas c'est quel Inc. qui l'a fait, là. Ben, il doit avoir des Inc. Province of Québec, tu sais, sur le Inc. sur le contrat. Oui, ceci dit, je pense qu'il n'y avait pas vraiment le choix dans le cas d'Airbus, là, on sort du coq à l'âne, mais parce que c'est la continuité, en fait, là, de l'investissement qui avait déjà été débuté par M. Couillard là, à l'époque. Je pense qu'ils en ont remis là, depuis l'élection de M. Legault il y a quelques années. Je pense que c'est la troisième ou quatrième ronde. On est rendu à 2 milliards. Ouais. On va en radier 1. Non. C'est sûr. Non, je pense pas. Je fais un pari avec toi. Oui, ben je parie avec toi. Sur caméra. On n'a pas dit qu'est-ce qu'on pariait. Dans 5 ans. 100 $, il radie 1 milliard. 100 $? OK, on parie 100 devant on ne veut pas se faire avertir par la régie des loteries. On sort une lettre. La régie des loteries. Non, mais moi, je pense pas qu'ils vont radier quoi que ce soit. En fait, puis, tu sais, il faut dire, on a mis 413 millions le gouvernement du Québec, mais c'est parce qu'on détient 25 % de cette entreprise, cette co-entreprise-là. Non, pas une co-entreprise. On détient 25 % d'une société en commandite obscure bâtie au Canada pour s'assurer que... Pourquoi qu'on n'a pas mis cet argent-là dans Airbus Inc.? Ben non, parce qu'on détient 25 % de la C-Series, de l'A220. Je suis d'accord, mais rendu, tu sais, ta main dans le tordeur. Là. Moi, j'ai déjà été dans cette situation-là dans une entreprise avec beaucoup plus de petit argent, mais quand même, tu te dis... je vais en remettre. Puis Airbus le sait. Phil, laisse-moi finir. Airbus a quand même mis... Nous, on a mis 300 millions US, 413 millions canadiens. Airbus a mis 900 millions. Là, je veux dire, on n'a pas juste garoché de l'argent dans le vent. Là. On a mis notre quote-part pour assurer de maintenir. Parce que sinon, il y aurait un effet de dissolution. Puis là, je pense en tout cas que c'est un bon placement. Bref, on ne va pas s'obstiner trop longtemps. Il y a plein de nouvelles qui concernent la CDPQ, là, Phil, sans vouloir trop chicaner avec nos bons amis de la Caisse. Bon, première affaire, tu as vu certainement cette histoire là, des roues DevTech, fabricant dans le domaine des trains d'atterrissage, Fleuron, comme on les appelle, une entreprise qui valait et qui vendait plus d'1 milliard de dollars. Il n'y en a pas beaucoup des business qui valent 1 milliard de dollars au Québec. D'ailleurs, petit fun fact, je l'ai écrit dans le Journal de Montréal plutôt il y a quelques jours. Savais-tu que sur les 20 plus grandes entreprises qu'il y a au Québec, il y en a seulement 8 qui sont de propriété québécoise. Les 12 autres sont étrangères. C'est quand même... Puis là, tu sais, une autre, puis à un moment donné, les 20 plus grosses vont toutes être étrangères. C'est pas super le fun quand même, se faire déposséder comme ça. Et donc, apparemment, François Legault voudrait mettre au pas la CDPQ. Je me permets d'exprimer un petit doute sur cette expression. La Caisse de dépôt est un organisme, une entreprise qui a été créée pour qu'il existe justement un mur de Chine entre le politique puis la Caisse de dépôt. OK? Ça a été fait pour ça. Deuxièmement, il n'y a rien que la Caisse de dépôt aurait pu faire avec le niveau d'actionnariat qu'elle avait. Ils avaient 25 %, non? Avec IQ. Il aurait pu dire non, là, puis rallier des actionnaires. Non, mais je veux dire, c'est grosse part, 25 %. Là, Je suis d'accord, mais ils ont fait une plus-value. Tu sais, la Caisse de dépôt, en ce moment, est dans un mode, on fait quelques plus-values parce qu'ils ont quand même eu quelques investissements mauvaises années. Par contre, il n'aurait pas pu faire grand-chose. Puis, tu sais, le président a été Héroïo DevTech, a dit « Mes enfants ne sont pas dans le business. Il me fallait un exit pour moi. » Ça a au moins l'honnêteté d'être clair. Oui, mais je trouve juste quand même que si c'est toujours ça l'histoire... C'est quand même un manque un peu d'imagination, le Phil. Là. Je peux pas croire qu'en étant en Californie, là, ils réussissent à aller garder leur foutu business, là, tu comprends? Puis, fait que, bref, en tout cas, mon point, c'est que je veux pas chicaner qui que ce soit. Je pense juste qu'évidemment, comme l'a écrit Michel Girard, plus facile à dire qu'à faire, là, de mettre au pas la Caisse. Ceci dit, t'as raison que c'est un mur de Chine, t'as raison que c'est indépendant, mais la Caisse, elle a quand même 2 missions, à faire fructifier l'argent des Québécois puis de ses épargnants, là, le régime, je sais pas, là, tous les régimes qui placent l'argent, mais elle a aussi une mission de développement économique du Québec. Puis ça, mais oui. Non, mais c'était... Je suis d'accord, mais ça... la charte, là. Je suis d'accord, mais ça, c'est plus dans les mains d'IQ. Mais le Québec, législativement, pourrait
on a créé ce mur de Chine-là, on a dit « Go, guys », mais on peut s'ingérer en révisant ces statuts. Là, je veux dire, mais ça se fait politiquement, tu comprends? C'est une création de l'État. On ne fera pas ça, parce que là, ça va laisser le premier ministre et son puissant ministre de l'économie s'ingérer dans toutes les décisions de la Caisse. On change le statut et on les laisse faire. C'est ça, évidemment, l'idée, c'est pas de se mettre... On finit, Phil, rapidement, les constructeurs automobiles qui s'inquiètent 2035. Moi, j'ai été très dur à l'égard de cette sortie-là, mais j'aimerais t'entendre peut-être moi, je pense que, en fait, est-ce qu'il faut aller vers là? Oui. Moi, je pense... Je ne sais pas pourquoi il y a-t-il un tipping point de bascule 2035 que je ne comprends pas? Peut-être. 2035, c'est 100% des véhicules neufs vendus vont être électriques. À mon sens, ça n'arrivera pas. Parce que c'est dans 11 ans. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Le réseau électrique n'est pas prêt. By the way, dans 10 ans... Le réseau électrique est très prêt. Non, il n'est pas prêt du tout. C'est pas ni toi ni moi qui le dit. Hydro-Québec dit qu'il n'est pas capable de brancher 1 million de véhicules. Il va être prêt. Ouais, ce qu'on a oublié là-dedans, là, c'est que je ne veux pas tomber sur le sujet. Dans 11 ans. Oui, mais dans 10 ans, on perd Terre-Neuve. Terre-Neuve est tellement tabaslac. On va perdre Terre-Neuve. On va perdre le barrage. Ils vont le reprendre. Je savais que tu allais dire n'importe quoi. Je pense qu'on va arrêter ça là-dessus. Blague à part, j'ai dit, honnêtement, ça fait 10 ans qu'on le sait qu'on va électrifier la flotte de transport automobile. La Californie est comme bien plus hardcore que le Québec. Là. On est des suiveurs là-dedans. Il y a des stations-service de recharge. Oui, mais tu comprends que tu y étais. Si la Californie est capable de dire la règle, le Québec est capable de dire la même règle. Fait qu'à un moment donné, puis les manufacturiers, là, que ce soit Hyundai, GM... On est juste moins innovants, puis moins... Mon point, c'est que ces manufacturiers-là, à un moment donné, ça fait 10 ans qu'ils font de la résistance. Là, ils font une sortie pour dire, dans 11 ans, c'est vite. Je suis comme, dude, comme, je sais pas... Veux-tu m'embaucher, que je te fouette, mais comme à un moment donné, il faut prendre le pas. C'est ça la direction. Puis ce droit de continuer à fabriquer des chars qui polluent, je trouve ça un peu weird. Après, aux manufacturiers de faire des bornes, aux manufacturiers de participer là, au mouvement, tu comprends? Au lieu de faire de la résistance active, j'ai un ami qui est chez tanné. Hewitt, compagnie qui fait des génératrices. Oui, OK. Des grosses génératrices. Oui. Industrielles. Des petites grosses génératrices. Oui, et eux, ils sont... À chaque fois qu'il y a une sortie de même, là, ils ont une petite érection, excusez mon langage, parce qu'ils se disent que les entreprises vont devoir acheter d'immenses génératrices au diesel, OK? Parce qu'on est en train de créer une demande qu'on sera pas capable de générer. Dis-leur qui m'appelle, je vais péter leur ballon. Merci d'être à l'écoute. On a de beaux invités aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain segment. Phil, on se chicanera la semaine prochaine. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On apprenait il y a quelques jours à peine que la confiserie Régal, qu'on va certainement apprendre à connaître un petit peu mieux dans les prochaines minutes, avait fait l'acquisition de la confiserie Mondoux, qu'on connaît bien aussi. Ce sont 2 entreprises dans le domaine donc des bonbons, si on peut dire comme ça. Et pour en parler, on a la grande chance d'accueillir le PDG de la confiserie, c'est ce qu'on dit, confiserie Régal, Annie Basile. Bonjour, M. Basile. Bonjour. Bienvenue avec nous en studio. Dites-nous, déjà, on va commencer très général, on va arriver à l'acquisition. Le marché du bonbon, comment va-t-il actuellement? Actuellement, le marché du bonbon, d'ailleurs, ressemble un peu plus à tout ce qui se passe dans le comestible. Ça ralentit. Mm-hmm. On lit tous dans les journaux et dans les nouvelles comment il y a un resserrement de l'économie. On le ressent également dans la confiserie, que ce soit la haute gamme ou la basse gamme. Est-ce que vous êtes aux prises comme les épiciers? Vous parlez du domaine alimentaire en général avec des hausses de prix, avec l'inflation. Est-ce que c'est un peu la même situation que vous vivez? Ouais? Dans la plupart des cas, la confiserie qu'on achète, on fait très peu de production au Canada. La confiserie qu'on achète vient de l'Europe, de l'Amérique du Sud, de l'Asie, et on fait face aux mêmes augmentations de prix que le reste de l'industrie. Moi, j'ai une question. Comment on décide du jour au lendemain qu'on se lance dans le bonbon ou dans la confiserie? Comment ça... vous aimiez les bonbons? Ou... C'est-à-dire que pour moi, c'est presque accidentel. Je suis dans l'entreprise depuis l'année 2013 et c'est du capital à risque qui m'a amené vers la confiserie Régal. C'est pas mon passé, mais j'ai développé mes connaissances dans ce qu'on appelle les consumer goods ou les produits de consommation. Ouais. Mais dans le comestible, c'était ma première lancée avec le bonbon. Et c'est arrivé par le fait que Régal, à ce moment-là, avait été vendu à du capital à risque et ils cherchaient une succession. Et ils m'ont amené dans l'entreprise.
Je suis toujours. Bien, on va arriver à la transaction, c'est l'objet de notre conversation, mais j'aimerais un peu vous entendre justement aussi sur le produit que vous vendez. Moi-même, bon, j'ai ma petite dent sucrée, comme tout le monde, mais il y a aussi de plus en plus, peut-être parce que je vieillis, un petit sentiment de culpabilité là, quand je m'achète un petit plat de jujube. Là, c'est quand même des calories vides. Là, je sais pas, Phil pourrait certainement commenter plus que moi là-dessus, mais est-ce que c'est un phénomène qu'on voit aussi un peu en termes de préférence du consommateur là, dans l'évolution? Ou est-ce que... Vous avez tort de vous sentir coupable. Il faut manger des bonbons. Ouais, mais oui et non, pas trop, non, idéalement. Pas trop. Ouais. Tout en modération. Alors, c'est vrai qu'il y a une tendance depuis déjà plusieurs années où les parents cherchent à avoir quelque chose de plus santé pour les enfants. Ouais. Mais un produit sucré va demeurer un produit sucré. Les enfants veulent de la confiserie. Et on arrive dans certaines saisons où, par exemple, à Halloween, je ne vois pas un enfant qui marche avec son sac et qui va recevoir une pomme. Moi, j'en ai reçu quand j'étais jeune. J'étais toujours déçu d'avoir reçu ma pomme. Je veux du bonbon. Ouais. Et donc, il y a sa place. Ça va demeurer toujours en demande. Mais il s'agit naturellement de pouvoir desservir le consommateur avec des produits qui vont peut-être répondre un peu plus aux attentes. Et on a ce genre de produits. Puis vous parliez de gamme, là. Moi, pour moi, bonbon, là, je peux imaginer dans le chocolat qu'il y a des gammes, là. Évidemment, la petite chocolaterie fine du coin versus le truc qu'on trouve au dépanneur. Mais est-ce que c'est le cas aussi dans les jujubes? Est-ce qu'il y a du haut de gamme et du bas de gamme dans l'ensemble de ces segments-là que vous représentez? Tout à fait. Alors, nous, on frappe un peu tous les price points. Quand on parle dans le gélifié, surtout le gélifié au Canada, ça se vend très bien. Alors, on vend de la très haute gamme jusqu'à quelque chose qui sera un peu plus commun et abordable. Dans du haut de gamme, est-ce qu'il y a comme, par exemple, des vrais fruits ou... Qu'est-ce qui est sans nous donner des secrets? C'est toujours un mélange de sucre et de gélatine. On sort un peu de la confiserie comme soi et on rentre dans un produit plus haut de gamme encore. On vend, par exemple, un rouleau de fruits desséchés. Et c'est 100% organique, c'est 100% naturel. Ah oui, d'accord. Et c'est une collation et non plus une confiserie. Ah oui, on vend ce genre de produit-là. Ah oui, quand même. Et donc là, vous avez, donc ça a été annoncé ces derniers jours, fait l'acquisition de Mondoux. C'est une entreprise qui avait été fondée par M. Mondoux. Normand Mondoux, bien. En 1967. Il est toujours... Il est plus là. Non, il est encore là. Je l'ai rencontré justement récemment. On a été célébrer la transaction ensemble. Il est dans ses années 90, droit comme un mur, une bonne poignée de main. Il est encore là et il se présente au travail tous les jours. Et c'est vous qui l'avez approché? C'est eux qui cherchaient à vendre sans nous révéler de grands secrets? Comment se fait une transaction comme ça? En fait, mes pourparlers n'étaient pas avec M. Normand Mondoux, c'était avec M. Jean Mondoux, son fils. Son fils? Et on se connaît depuis longue date. Moi, je suis arrivé, comme j'ai dit, en entreprise en 2013. En l'espace de 2 ans, je me suis présenté à M. Mondoux parce que j'étais nouveau dans l'industrie. Je voulais savoir un peu plus de la concurrence. Je voulais savoir un peu plus les mécanismes de l'industrie. Il m'a toujours bien accueilli et on a commencé notre relation de cette façon-là. C'était un rival? C'était un rival, mais c'était également un client de Régal. Ah oui, d'accord. Parce que lui, il dessert surtout les stations de service et les dépanneurs. Alors, nos produits sont vendus au Québec par son entremise. Et c'est la raison pourquoi je l'ai rencontré. Ah, vous l'utilisiez un peu comme un distributeur. C'est ça. Donc, c'était mon chemin vers le détail. Mais dans ce créneau-là, on parle de dépanneurs et stations de service. C'est peut-être pour ça, au début d'émission, je vous confiais que mes enfants sont des adeptes des bonbons, mais comme c'est là où ils vont, eux, ils achètent aux dépanneurs. C'est pour ça que j'avais plus l'impression que Mondoux était plus reconnu. Ils sont reconnus. Ils sont très bien reconnus dans ce... Mais dans les dépanneurs. Surtout dans les dépanneurs. Quoique, ils ont développé la marque de commerce qui s'appelle Sweet 16. Ouais. Et Sweet 16 commence à avoir une belle pénétration au détail, au-delà du dépanneur. Oui, très bien. Et donc, je vous repose la question. Vous connaissiez donc la famille Mondoux, l'entreprise. Surtout Jean Mondoux. Oui. Et donc, vous leur avez fait une proposition ou est-ce qu'eux-mêmes, ils cherchaient peut-être à se départir de cette entreprise familiale? On a eu plusieurs discussions à travers les années, que ce soit une fusion, que ce soit un partage de connaissances. Et on a toujours gardé le contact. L'année passée, on s'est rencontrés encore une fois, comme on fait à chaque année. Et à ce moment-là, il se sentait assez mûr pour avoir des conversations un peu plus avancées dans une transaction. C'est ce qui nous a amené vers ça. C'est un marché, j'imagine, là, vous dites que vous venez du capital de risque, mais c'est un marché stable, le marché de la confiserie du bonbon? Il est assez prévisible? C'est un marché très stable, dans le sens où il y a 2 grands segments. Ce que j'appelle le marché saisonnier. Donc, on dessert Halloween, Noël, Saint-Valentin, Pâques et la fin de l'école.
Et ça la représente fin de l'école, ce qu'on appelle en anglais Spring and Summer. Ah ouais, OK. Et puis, avant la fusion ou l'acquisition de Mondou, ça représentait à peu près 45 % de notre chiffre d'affaires. Et on a après ça des produits de tous les jours. Mondou est un peu plus un spécialiste de tous les jours, à l'exception de son chocolat qui s'appelle Giacomo. Et lui, il dessert la saison de Pâques comme nous, d'ailleurs. D'accord. Encore, parce que là, vous parlez de marques qui sonnent dans mes oreilles, mais Giacomo, c'est ce qu'on retrouvait, les chocolats, dans beaucoup de dépanneurs aussi. Tout à fait. Ils font un monticule de ce type de chocolat pendant Pâques, c'est un peu ça. Exactement, c'est du chocolat creux. C'est ça, exactement. Qui vendait en dépanneur ou même dans ses propres boutiques, il mettait pour la saison de Pâques. Nous, on vend du chocolat creux également, mais on était dans les grandes surfaces. Alors, notre marque de commerce à nous, c'est les chocolats Jean Talon. OK. Et donc là, vous faites une intégration, vous parliez que c'était un accord déjà de distribution, donc il y a une partie, disons, verticale à ça, là. Vous intégrez un de vos fournisseurs, mais ça vous permet aussi d'élargir la gamme de produits vers d'autres marchés. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous allez garder les deux marques? Encore une fois, sans nous révéler vos stratégies intimes, là, comment vous voyez la suite des choses là, maintenant que la transaction est confirmée? Dans nos discussions avec M. Mondou, et avec l'équipe de gestion professionnelle de Mondou, on a été clair. On a dit, pour l'avenir à court terme, 2, 3, 4 ans, les entités vont rester séparées. La marque de Sweet 16, la marque de Mondou est bien connue. Ce n'est pas notre intention de la détruire. On veut bâtir là-dessus. Ce qui nous intéresse plus qu'autre chose, d'abord, ils ont une équipe hors pair. On la veut. Ils ont des marques de commerce très intéressantes. Ils ont un bon produit. On veut complémenter les réseaux. Alors, quand on parle de dépanneurs et stations de service, ils sont beaucoup plus forts que nous. On veut pouvoir amener plus de nos produits dans ce réseau-là. Quand on parle de grande surface ou quand on parle de vente à l'échelle nationale, on est plus fort qu'eux autres. Alors, on va dire, donne-nous ta marque, on va la développer hors Québec. Et donc, c'est une entreprise surtout présente sur le marché canadien, le résultat là, de la fusion Régal-Mondou? Surtout canadien, oui. Et avez-vous des ambitions de sortir du Canada éventuellement? Ça a déjà commencé d'ailleurs. Okay. Nous, on fait quelques ventes aux États-Unis, mais on le fait par voie de distributeur. Eux, ils font des ventes directes aux États-Unis. Alors, on a l'intention de garder les deux plateformes. Puis, à quoi ça va ressembler, l'entreprise, là, je sais pas, en nombre d'employés, en taille, là, une fois le tout complété? Bon, alors, on va être aux alentours de 600 employés. Je n'ai pas fait le décompte exact, mais il faut comprendre, parce qu'on est saisonnier, il y a des hauts et des bas. On engage beaucoup de saisonniers également pour faire la production. Une fois que la saison de Pâques est terminée, on réduit l'effectif. On a également une autre marque que vous connaissez certainement qui s'appelle Mr. Freeze. Mon Dieu! Ben oui. Il y en a dans le coin. C'est vrai, vous la connaissez. C'est très bien, super Il y en bien. a dans le congélo ici, dans le studio, je vous confirme. Une boîte de 96. Mr. Freeze fait partie de notre portefeuille. D'accord. Et encore une fois, c'est saisonnier. Alors, Mr. Freeze, par exemple, frappe la saison ou couvre la saison de Spring and Summer. La saison d'été, fin d'école. Alors, si vous regardez notre répartition des ventes à travers les saisons, on est quand même assez égal de saison en saison. Mais c'est gros, là. Après ça, il y a des hauts et des bas. On comprend la question de la saisonnalité, mais c'est 600 employés que vous avez dit? À peu près 600 employés, au-delà de 700 000 pieds carrés d'entrepôts et de bureaux. On est à l'échelle nationale. On a des bureaux de vente à Calgary. On en avait à Vancouver. J'ai fermé le bureau l'année passée. Alors, Calgary, Montréal, Toronto et dans les Maritimes. Est-ce que dans ce marché-là, est-ce que vous êtes désormais le plus gros joueur au Canada? Je pense que nous sommes le plus gros joueur Indépendant. indépendant. Oui. On ne peut pas se comparer à des Nestlé. Non, ben c'est ça. C'était un peu une des dernières questions que je voulais vous poser parce que je lisais un peu sur le domaine aujourd'hui en préparant notre rencontre. Il y a des géants, là. Nestlé, c'est des centaines de milliers d'employés. Non, mais la famille qui possède Mars. Mars Wrigley. Puis Nestlé, c'est diversifié, là. Ils font toutes sortes de choses, mais Mars Wrigley, c'est pas mal juste la confiserie du bonbon. Ils sont 34 000 employés. Comment on se bat contre ça? Il faut être innovateur, il faut être beaucoup plus rapide, il faut connaître sa clientèle. Comme j'ai dit, on se spécialise dans ce qu'on appelle le produit saisonnier. Et donc, les magasins veulent quand même de la différenciation. Les magasins veulent une variété. On offre cette variété. Quand je vous dis qu'on offre plus que du Sweet 16, j'ai plusieurs marques de commerce que vous connaissez. Mais vous connaissez pas Régal, mais vous connaissez nos produits. Par exemple, le produit Pez, les bonbons Pez, les Rockets, les caramels, Creamy Caramel, les Tootsie Roll, les Double Bubble. Tout ça sont des produits qu'on représente. Et donc, chaque produit dessert soit une saison ou un réseau. Nous sommes bien plus que du chocolat. Chocolat Jean Talon est très fort dans le produit saisonnier
Noël et Pâques. Très fort. Jacquemot est un complément à Jean Talon. Donc, on est capable de se différencier. Ce qu'on fait, ce n'est pas une copie conforme que vous allez trouver chez Nestlé. Eux, ils travaillent avec leur marque de commerce. On a nos propres marques de commerce. Ouais, j'arrive, moi, de San Francisco, comme tu le sais, de la Californie. Puis, ton bronzage en témoigne. Ouais. Il y a une bière locale, une microbrasserie, là, peu importe, là, mais la stratégie commerciale qu'ils font est vraiment brillante. C'est la même bière, sauf que quand tu arrives dans la ville de Cambria, il y a une canette Cambria. Différenciée. Tu arrives à l'autre ville qui est comme à 30 miles plus loin, c'est la même Camel canette. by the Sea, ben c'est la même bière, mais là, il y a une canette de Camel by the Sea. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie à faire avec ça? Tu sais, comme vous parliez de la gomme. Pourquoi faire pas une gomme? La gomme Montréal, la gomme Québec, je sais pas. Le marché est peut-être trop petit aussi. Le Canada est quand même un petit marché. Ouais. On est, 40 millions? Et la géographie est très large. Donc, c'est difficile de faire de la publicité de province en province. Et il faut comprendre également qu'au Canada, il y a 3 grandes régions, peut-être même 4. On a le Québec. Et le Québec est très latin dans son approche. Nous avons l'Ontario qui est anglo-saxon. Et quand on va vers l'ouest, alors c'est beaucoup plus ce qu'on appelle les produits Better for You. Alors, il faut faire attention. Les produits... Qu'on n'a pas au Québec? Il y a certains produits qu'on n'a pas au Québec qui se vendent très bien en Ontario. Non, mais cette philosophie du Better for You, on l'a moins ici qu'en Colombie-Britannique, par exemple. C'est pas une question d'être moins, les tendances sont tout à fait différentes. Non, mais c'est la côte ouest. Toute la côte ouest canadienne et américaine est beaucoup. Exactement. Ça, je suis d'accord. Je vous donne une anecdote. Une des choses qu'on fait, dont on n'a pas parlé, c'est au-delà de la confiserie, on fait également des produits fins, de la nourriture. OK. Et les genres de produits qu'on vend au Québec ne se vendent pas à l'Ouest canadien. Et vice-versa. Les produits de l'Ouest canadien, on la difficulté à pénétrer au Québec. Donnez-nous un exemple, juste pour qu'on se... Alors, dans le chocolat très haut de gamme, qui n'est plus de la confiserie, les tablettes de chocolat là-bas ou la barre de chocolat à Vancouver peut se vendre 8, 9, 10 $. On frappe un marché complètement différent. Ils cherchent à ce moment-là l'organique, sans rajout organique, etc. On a la même chose au Québec, mais c'est moins en demande. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est moins populaire. Alors, les segments sont différents complètement. De dire on prend une marque et on cherche à l'adapter, je pense que le consommateur est un peu plus intelligent que ça. Il va voir à travers ça. Vraiment, vraiment intéressant. Donc, un nouveau joueur, en tout cas, ou pas un nouveau joueur, un joueur existant, mais clairement qui consolide le marché canadien. C'était très intéressant. Régal est là depuis 1962. Oui, quand même. C'est pas nouveau. Et est-ce qu'il y a d'autres acquisitions dans le pipeline? Tout est possible, mais là, je me donne le temps d'intégrer ça. Ça va prendre du temps. On vous réinvitera dans quelques années. Je rappelle que vous êtes Annie Basile, PDG de Confiserie Régale, et maintenant, vous avez mis la main, on pourrait dire, sur Mondou. Vous allez garder l'équipe de gestion en place, ceci dit, et continuer à opérer ces marques-là de manière indépendante. Merci d'être venu avec nous en studio. Merci de m'avoir apprécié. Merci. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. On le connaît comme l'un des rares aventuriers du Québec. Rare, je sais pas, c'est rare, effectivement. C'est des gens de cette trempe-là, dans la foulée des Pierre Lavoie, Bernard Voyer, Mylène Paquette. Frédéric Dion fait partie de cette tribu des fous, j'aurais envie de dire, qui repousse quand même les limites là, de ce qui peut sembler aux gens comme moi raisonnable. Le commun des mortels. Ouais, c'est ça. Et ces derniers jours, on a appris, Frédéric, que tu comptais traverser une large partie de l'Europe, des milliers de kilomètres, en alternance entre le vélo et le canot. Peux-tu nous raconter un peu d'où t'es venue cette idée, d'où t'es venu ce projet? Oui. Si vous me permettez, on va faire un pas en arrière pour expliquer pourquoi je vais aller là. J'ai l'objectif de devenir le premier aventurier à atteindre le centre de chaque continent de façon sportive. Ces endroits-là s'appellent pôles d'inaccessibilité, donc c'est le centre géographique. J'ai fait l'Antarctique en 2015, l'Amérique du Sud en 2020, l'Amérique du Nord en 2022, et là, c'est mon 4e sur 7, l'Europe. Ce que j'aime dans ce projet-là, c'est que la destination, le pôle d'inaccessibilité, c'est un endroit banal. En Europe, c'est en Slovaquie, à 8 km de l'Ukraine, dans un bois. Ce qui rend le projet intéressant, ce qui rend l'objectif intéressant, c'est le chemin qu'on fait pour s'y rendre. Et donc, pour chaque aventure, je choisis mon propre trajet qui part de l'océan puis qui me rend jusqu'au centre du continent.
Dans le cas de l'Europe, ben, je pars des Pays-Bas, à Rotterdam, puis là, je remonte le Rhin, un des 2 grands fleuves en Europe. Donc, à travers l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, je vais transférer sur le Danube, qui est l'autre gros fleuve, et je vais finir mon périple en Slovaquie. 2300 km d'aventure. Et avant ça, évidemment, tu traverses l'Atlantique comme Mylène là, en radeau, c'est ça? J'ai bien compris. Non, blague à part. Et donc, pour ça, parce que là, ce que tu nous décris, c'est en partie fluvial, hein, le Rhin, le Danube, mais il y a des passages de ça qui vont être sur la terre ferme. Tu as mis au point une drôle de bébite, j'aurais envie de dire, que tu as baptisé Gustave. Je ne sais pas si c'est les journalistes ou si c'est toi qui as appelé ça un véno. C'est moitié vélo, moitié canot. Peux-tu nous parler un peu là, de cette invention-là et de sa fabrication? Ben, tout part d'un besoin. Hein? Moi, j'avais besoin de faire ce trajet-là. Puis là, bon, en Europe, contrairement à mes autres aventures, je suis en endroit où c'est très habité. Puis je me disais, ben peut-être que je pourrais pas planter ma tente où je veux. Et donc, je me suis dit, ben si je suis en canot, je pourrais dormir dans le canot. Fait qu'il fallait que je transforme mon canot en tente. Puis après ça, ben j'ai une amie qui fait de la voile qui m'a dit, Fred, il faut absolument que il te faut une voile. Fait que, ben, vu que j'avais déjà la toile, ben finalement, ma tente, elle se transforme aussi en voile. Puis là, ben puisque les pistes cyclables en Europe, ben je me disais, je pourrais traîner mon canot si je mets des roues, puis si j'ai un vélo pliable dedans. Donc, ben, j'ai acheté le vélo pliable, j'ai mis des roues à mon canot, puis là, je peux le traîner en vélo sur les pistes cyclables. Puis puisque j'avais un pédalier à bord maintenant, ben, je me suis dit, est-ce que je pourrais pédaler mon canot? Parce que j'ai déjà le pédalier, le frein du vélo. Et c'est ce que je me suis amusé à faire dans les derniers mois. Donc, ben maintenant, j'ai moyen de pédaler mon canot. Un Mercedes... Mais tu l'as testé, là. Un Mercedes Sprinter avec une couchette, ça te tentait pas, non? Ben, c'est de façon sportive, oui, le défi. Mais tu sais, j'en fais des aventures de camper aussi. Je fais toutes sortes d'aventures. Mais ça me plaisait, cette idée d'être autonome avec un kit minimaliste en Europe. Est-ce que tu penses que c'est un produit qui pourrait être commercialisé un jour? Oui. En fait, mais comme plusieurs de mes aventures, tu sais, quand je suis parti pour l'Antarctique, j'avais inventé ou designé une vingtaine de pièces d'équipement. J'avais cousu moi-même ma tente qui faisait partie de mon traîneau. Puis, fait que j'ai du plaisir à ça. Ceci dit, mes inventions, celles-là, en tout cas, sont très, très pointues. Tu sais, il y a personne qui veut vouloir coucher dans son canot, le pédaler. Voilà, fait que la personne qui nous écoute qui en veut un, ben, faites-vous-en un, ou mieux que ça. Moi, en Hongrie, à Budapest, je laisse mon canot pour continuer en vélo. Et donc, considérant le prix que ça a coûté pour l'emmener jusque-là, puis les efforts que ça a pris, je vais le vendre. Je vais essayer de le vendre ou de le donner, ou je sais pas, je fais une sculpture avec. Mais si quelqu'un le veut, ça va être un bon moment de négocier à Budapest avec moi. Justement, une aventure comme ça peut quand même coûter des milliers de dollars. Tu sais, il y a de la préparation. Comment tu réussis? Il y a le véno lui-même. Le véno lui-même. Non, mais le billet d'avion, il faut qu'il mange. Je comprends que tu vas être en autonomie complète, mais quand même, on finance comment un projet comme ça? Ouais. Mon canot, juste le canot, là, il m'a été donné, là, il vaut 5500$. Il est en carbone. Juste le canot. Mais il t'a été donné par qui, pourquoi? Essaie de nous expliquer là, comment on prépare tout ça. Les plus beaux canots au monde sont fabriqués au Québec. Je ne sais pas si vous saviez. C'est une entreprise qui s'appelle Canoréon. C'est dans ma région. Ben, eux, ils voulaient que je pagaille leur canot. Puis ils m'ont donné un canot il y a 3 ans. Puis ça a comme semé une graine d'avoir un projet avec ça. Ceci dit, j'ai des commanditaires qui m'accompagnent dans mes aventures. Un peu plus maintenant qu'avant. Tu sais, pour l'Antarctique, qui a coûté 150 000, la commandite, c'était à peu près 20% du budget. Là, cette fois-ci, je pars, puis l'aventure est quand même payée. Donc, j'ai Solution Ambra, puis j'ai Maker Aventure qui sont avec moi dans cette aventure-là.
Très intéressant. Et là, donc, je voulais revenir sur cette histoire de vélo, là, parce que moi, bon, j'ai une drill puis un marteau à la maison, là, mais d'où te vient cette passion, là? Tu sais, c'est par-delà le bricolage, là, c'est quasiment de l'ingénierie rendu là. Tu fais de l'essai-erreur, tu sors ta torche à souder. Comment tu fonctionnes exactement, Frédéric, là, pour arriver à fabriquer quelque chose comme ça? Je suis un taponneux. Je suis un taponneux qui aime taponner puis qui se fait aider. Donc, oui, je suis retourné chez Canoréon pour qu'ils me donnent du carbone. J'avais des pièces à faire, puis je leur ai demandé comment faire. Puis, fait que, tu sais, au fil du temps puis des inventions, je deviens un peu plus connaissant, puis j'achète des outils, puis je joue à ça. Et finalement, bon, je suis rendu que je fais de la couture, je fais de la fibre. Il y a juste la soudure que je fais pas, ça. Ouais. Mais je me fais aider. C'est assez difficile, effectivement. Ça prend des compétences. Et puis donc là, tu vas transporter tout ça, j'imagine, par avion là, avant ton départ. Puis tu me disais que ton point de départ était aux Pays-Bas, c'est ça? C'est ça. Donc, le 9 août, j'envoie mon canot par avion. Puis, un peu comme vous, je suis un peu stressé quand j'envoie mes bagages en avion. Bonne chance! Et donc, le 12 août, à Rotterdam, il devrait s'ouvrir des portes de containers et tranquillement, je vais voir apparaître mon canot puis je vais voir si j'ai une aventure ou pas. Ceci dit, tu sais, ma dernière aventure en Afrique, il y a quelques mois, j'ai préparé mon stock d'avance puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai jamais eu mes bagages. Et j'ai fait l'aventure quand même. Donc, c'est le fun de planifier puis rêver à ça, mais mon aventure ne dépend pas du canot. Ouais, non, je comprends. J'aurais quasiment envie que Phil te pose la question, mais parce que Phil, je sais qu'il fait des Ironman, toutes sortes d'affaires, mais c'est quoi la préparation physique et psychologique avant de se lancer là-dedans? Là, tu nous parles de dates qui arrivent très rapidement. Là. Te sens-tu prêt? Est-ce que tu es top shape? Tout ça? Ouais. L'entraînement physique fait partie de ma vie depuis 22 ans que je suis aventurier, conférencier professionnel. Donc, toutes les semaines, je m'entraîne entre 5 et 25 heures. Je dis je m'entraîne, mais en fait, je m'entraîne pas pantoute et je m'amuse. Je préfère m'amuser. Je vais faire du kayak, de la course, de la nage. J'ai fait Ironman. Vous avez toute mon estime, les gens qui font triathlon. Ça prend une rigueur extraordinaire. Mais oui, donc, je m'amuse. Oui, très bien. Et donc là, tu te sens prêt, tu te sens prêt à l'aventure. Puis une fois que tu arrives, là, tu plantes un drapeau dans le milieu d'une forêt, puis tu reviens? Même pas. Je laisse rien là-bas. Je prends des images. L'important, la réalisation, elle est dans le chemin. Puis le plaisir puis le bonheur, il est dans le chemin. Tu sais, on parlait d'Ironman, là. Si tu passes la ligne d'arrivée, si tu penses que quand tu vas passer la ligne d'arrivée, ça va être le plus beau jour de ta vie, ça risque de pas être ça. Ce qui est intéressant, c'est tout le chemin puis l'évolution qu'on fait à travers les étapes qu'on franchit pour se rendre à la destination. En fait, le pôle, ça donne un sens à mes efforts, mais le plaisir et la réalisation, c'est dans chacun des pas. Très d'accord avec toi. Il va t'en rester 3 autres. Est-ce que tu as déjà ton line-up pour les prochaines aventures, Frédéric? On fait ça en famille. Parce qu'en fait, c'est un tour du monde professionnel pour moi, mais avec ma femme et mes filles, ils viennent soit me ravitailler dans chacune des aventures ou faire le repérage. Donc là, on vient d'Europe. On a passé 3 semaines de repérage ensemble. Puis pour la prochaine aventure, je vais leur dire, je vais leur demander où vous voulez aller. Il va rester l'Afrique, l'Asie ou l'Australie. Très intéressant. Ben écoute, on va dessus avec beaucoup d'intérêt. Y a-tu un site web ou un Instagram ou une place où on peut suivre tes aventures là, à mesure que tu fais ce cheminement-là à travers l'Europe dans les prochaines semaines? Clairement. Surtout que cette fois-ci, j'ai accès à un téléphone cellulaire sur tout le trajet. Je suis hors des réseaux. Vous allez me trouver facilement sur Internet. En fait, si vous ne me trouvez pas sur Internet, c'est parce que vous appelez ça les Internets. mais principalement Facebook, Instagram, puis frédéricdion.com, c'est les endroits où me trouver.
Hey Fred, j'ai deux petites filles qui vont suivre ton aventure, Myriam Beaulieu et Mathilde Beaulieu, qui m'ont texto quand je leur ai dit que tu étais notre invité, qui te font dire un gros bonjour et qu'ils ont hâte de te suivre. C'est vrai, on a fait des expés ensemble. Ouais, je le sais. Mais ils te font dire un gros bonjour, là, ma Mimi vient de me texter, là. Nice. Bref, Frédéric Dion, je rappelle que tu es aventurier, conférencier et créateur du Véno maintenant. Merci d'avoir été avec nous à l'émission. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. On est avec notre prochain invité, il s'appelle Alexandre Hainaut, c'est le vice-président et chef des revenus chez Virtual Artifacts. Ils ont publié un livre blanc qui regarde un peu les changements qu'il y a eu au niveau des médias dans les dernières années. Moi et Alexandre, on se connaît en plus, on se connaît bien. Puis je trouvais ça hyper intéressant. Francis connaît vraiment bien les médias à titre d'économiste, pour avoir fait aussi plusieurs études sur l'économie des médias. L'économie des médias. Je sais que tu as lu. J'ai lu le livre blanc. Le livre blanc. Le livre blanc. Mais parle-nous donc, là, parle-nous du livre blanc. Là. Bien, en gros, merci de me recevoir. Nous avons publié ce livre blanc-là avec un objectif clair qui était de présenter notre cadre numérique. Puis de faire ressortir déjà la cause principale de la crise des médias, qui pour nous est la difficulté, voire de plus en plus là, dans les 2 dernières décennies, l'incapacité pour les médias de bien monétiser leur contenu en ligne et de pouvoir compétitionner contre les grandes plateformes numériques et aussi de faire ressortir les conséquences, les effets qu'a la crise des médias sur les autres parties prenantes qui sont les consommateurs de contenu, qui sont les gouvernements qui essayent de légiférer, puis de contrôler, puis d'aider les médias, puis aussi les innovateurs technologiques qui là-dedans aussi rencontrent des défis importants. C'était vraiment ça l'objectif qu'on voulait faire ressortir dans notre livre blanc. Mais toi, ça fait longtemps que tu es dans les... Je pense que tu as commencé dans les médias numériques. Oui, ça fait... j'ai eu la chance d'être parmi des grandes entreprises médias 360. Donc, il y avait le média traditionnel où moi, j'étais le petit dernier en arrière dans le numérique. J'ai vécu ça. Bon, je ne suis pas sûr que je veux dire le nombre d'ans, mais ça fait quand même 25 ans maintenant que je suis dans le domaine des médias. Et j'ai couvert à peu près tout l'écosystème, c'est-à-dire du côté des médias, en agence publicitaire et dans le milieu, au niveau des technologies de monétisation des contenus en ligne. Mais tu sais, le constat, il est pas joli. Tu sais, dans le sens que je vois pas comment, à part de forcer les médias numériques à payer, OK? Je me rappelle pas, puis tu sais, je devrais pas dire ça parce que tu comprends que nous-mêmes, on est notre société sœur, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, mais j'ai pas acheté un journal papier depuis Mathusalem. Là. Et ça changera pas non plus. On retournera pas en arrière. Moi, je suis abonné. Ah oui? Je fais ça tous les matins, le journal à la maison. Mais j'écris dedans. Fait que c'est T'aimes ça te regarder? Non, mais voir ce que les autres... En fait, ils ont forcé un abonnement, puis ils enlèvent... Non, je le paye de ma poche, là, mais... Puis plusieurs centaines de milliers de Québécois. Je veux pas péter ta bulle, là, mais je suis pas tout seul. Mais on est loin du tirage. Ah, ben oui, il y a 20 ans, je pense que Marie avait frappé 2 millions de copies. Là, on n'est plus là. Non, clairement. Puis ça va aller en changement continuel. La réalité, c'est que la transformation numérique des médias, ça fait 20 ans qu'elle avance. Elle a avancé moins vite que certaines autres industries. Mais force est d'admettre, puis c'est un des éléments qu'on essaie de faire ressortir dans notre livre blanc, force est d'admettre, c'est qu'il y a une promesse qui a été brisée par les grands joueurs technologiques. Et aussi parce que, si on retourne 20 ans en arrière, l'innovation était incroyable et on a tous bénéficié comme citoyens de ces innovations-là. Mais où est-ce que la promesse a été brisée entre les grandes plateformes sociales et les créateurs de contenu et les organisations médiatiques? C'est qu'on a promis, en échange de partage de leur contenu gratuitement, qui était absolument nécessaire pour la croissance
de ces plateformes sociales-là, on leur a promis du trafic qui leur permettrait davantage de monétiser un plus grand trafic de plus grandes audiences. Toutefois, aujourd'hui, on reste avec un goût amer parce qu'on s'est rendu compte qu'en ne connaissant pas où on s'en allait, parce que tout le monde est précurseur là-dedans, ben c'est de savoir, OK, oui, mais aujourd'hui, on n'a pas protégé nos droits et 20 ans plus tard, on fait face là à la situation où, au-delà des revenus, ben il y a aussi l'engagement. L'engagement des lecteurs de contenu à qui on a proposé depuis minimum une décennie, on va vous pousser le contenu que vous voulez au lieu que vous alliez aller le chercher et on va vous permettre de socialiser puis de savoir qu'est-ce que les gens autour de vous en disent. Et c'est ça qui a coûté cher aux producteurs de contenu. Puis il y a aussi le contenu lui-même, là, puis ça, vous l'écrivez, puis ça m'a frappé, puis je trouvais que c'était tellement bien formulé que je me permets de vous citer le livre blanc, mais la tension entre la diffusion de contenu qui sert l'intérêt du public, là, l'espèce de quatrième pouvoir, le journaliste, là, et celle qui sert l'intérêt public et celle qui nourrit l'intérêt du public. Et là, évidemment, on pense tout au clickbait puis aux vidéos de chats, là, puis tout ce qu'il y a, même dans les médias d'information aujourd'hui, je veux dire, on va se le dire, la qualité ce qu'on appelle le journalisme, en tout cas de la presse écrite, a décliné là, depuis 2 décennies de manière moyenne, on va dire. Il y a une partie de la responsabilité qui est celle des médias qui ont voulu faire du clic au détriment de leur devoir d'information. Puis c'est comme un espèce de piège dans lequel il est très difficile de sortir, j'ai l'impression, pour ces entreprises de presse-là aujourd'hui. Bien, c'est aussi par le fait qu'on leur a dit, on leur a dicté que c'était la nouvelle façon de faire des contenus et d'attirer l'attention des audiences plus jeunes, d'arriver avec ce format. On n'a qu'à penser à l'arrivée de BuzzFeed dans le temps. Ben, comment BuzzFeed a eu un impact. Mais c'est que là, on dictait la nouvelle façon. Mais l'idée là-dedans, c'est que et l'autre effet très néfaste, au-delà de baisser la valeur, la qualité de certains contenus, de pas tous les contenus, c'est pas tout le monde qui sont allés dans cette direction-là, mais de baisser la valeur, la capacité de monétisation. L'autre chose qui est arrivée, c'est que c'est une des sources qui est venue alimenter tout le problème de désinformation et de mésinformation auquel on fait face aujourd'hui et où ça devient hyper difficile de faire la différence dans la nouvelle qu'on lit. Est-ce que c'est une vraie nouvelle ou c'est une fausse nouvelle? Et est-ce qu'on connaît la source derrière qui a produit ce contenu-là? Et c'est là où, autant pour les consommateurs, pour les organisations médiatiques, que les grandes plateformes sociales ont failli à leur devoir, je dirais, leur responsabilité de citoyens corporatifs d'assurer cette qualité-là. Il y a une chose que tu as mentionnée tantôt là, qui m'est comme sauté dans les oreilles. Moi, j'arrive j'ai passé 14 jours en Californie. J'ai travaillé 2 heures à tous les matins pour gérer mes opérations. Puis j'ai vu mon univers, Facebook, mes pages statiques d'accueil changer. OK? Dans d'autres mots, j'étais dans la Silicon Valley pendant 3 jours, j'ai eu quelques rencontres. Je pense que les moteurs de recherche positionnés où t'es transforment la nouvelle qu'ils te poussent. Mais là, j'en ai encore l'effet, même si je suis rendu à Montréal, où mon fil de nouvelles a énormément changé. C'est flagrant, là. Alors, est-ce que ça, c'est mondial? Dans le sens que si je serais allé en France, j'aurais eu plus de nouvelles françaises. Puis sur Facebook, tu aurais eu des nouvelles tout court. Là, c'est ça. Grosse différence, tu as eu des nouvelles. Non, mais moi, la dernière fois que je suis allé, ça m'a comme frappé. Ah oui, c'est fou, là. Facebook is back, là, d'une certaine façon. C'était comme, my God, il y a des nouvelles. Puis c'était comme... Non, mais moi, j'étais content. Je refaisais ma revue de presse, quelque chose que j'ai pas fait au Canada. Je la fais différemment. Avant, je la faisais dans Facebook. Depuis que tout ça est arrivé, je suis obligé de consulter 4-5 quotidiens, journaux, magazines pour faire ma revue de presse. Je ne l'ai plus dans Facebook. Mais ça, c'est peut-être bon, non? Écoute, dans le commentaire, il y a une multitude de choses qu'on cherche aussi, nous, à couvrir dans notre livre blanc. Premièrement, tu as été très chanceux d'avoir encore
un fil d'actualité le temps que tu es en Californie, parce que la réalité, c'est que la Californie, aujourd'hui, présentement, se creuse la tête. Ils ont aussi une loi qui est, excusez l'anglicisme, là, qui est stand-by depuis une bonne année. Ils regardent le Canada, ils regardent la Californie, l'Australie. Et là... ils vont faire la même chose. Et là, sauf que là, en fait, là, ils vivent les menaces que le Canada a vécues il y a 1 an par Facebook, par Google, de ne plus servir. Mais c'est fou, le siège social de Facebook est en Californie. Oui. Mais moi, honnêtement, je veux dire, je veux pas jeter un pavé dans la main. Moi, je suis fâché après le gouvernement fédéral canadien. Là, comme je veux dire, on m'a privé puis Facebook a ses torts, là, mais genre, c'est une attaque totalement débile. Puis Facebook a sa part de comme ils ont réagi mal, mais je veux dire, tout ça, moi, au final, là, cette petite chicane là, de pissing contest entre un ministre et un PDG, ça me prive d'une source cruciale d'informations dans ma revue de presse, et dans mon métier, je peux plus diffuser mon travail. Là. C'est quand même, je veux dire, à la fin, je comprends qu'on voulait jouer au tough guy contre Facebook, mais on a perdu, puis tous les Canadiens sont victimes de cette prise d'otage-là. Là, je veux dire. Moi, je pense qu'il faut faire attention parce que Facebook, il y a 1 an, demain, ça va faire 1 an que Facebook a fait le blocage. Dans les semaines qui ont suivi, ils ont fermé leur projet Facebook News en même temps que le Canada, en Allemagne, en France, en Angleterre, qui étaient leurs 3 plus gros marchés. En mars dernier, ils ont annoncé au gouvernement australien qu'ils ne renouvellent, au fur et à mesure que les ententes avec les médias qui ont été prises arrivaient à échéance, qu'ils ne renouvelleraient pas ces ententes-là, ils se sortent de la nouvelle. Alors, de tout mettre le blâme vers le gouvernement, il faut faire attention. Maintenant, nous, ce qu'on présente dans ce nouveau cadre numérique-là, et avec la plateforme qui suivra bientôt, c'est d'arriver avec une plateforme où on rétablit l'équilibre. Des 4 parties qui sont impliquées, c'est-à-dire les consommateurs, les médias, les gouvernements et les innovateurs technologiques. Puis là-dedans, ce qu'on dit, c'est, dans un premier temps, les médias devraient avoir la capacité de distribuer leur contenu et surtout d'avoir la possibilité de les monétiser partout où ils les distribuent. Ça, c'est une chose. Les consommateurs, dans ton expérience que tu disais, ton fil d'actualité a changé au fur et à mesure que tu changeais de territoire, mais on ne t'a jamais donné le choix. Les algorithmes choisissent qu'est-ce qu'ils te proposent. Alors que nous, ce qu'on dit, c'est que dans un cadre numérique, comme le cadre numérique Hype qu'on propose, c'est de dire que le consommateur doit aussi avoir le contrôle. Oui, il faut avoir de la découvrabilité puis des algorithmes pour accélérer le processus, mais on doit prendre en compte les informations puis les choix de l'utilisateur, les sources qu'on veut voir, et aussi d'avoir la capacité de savoir ce qui se passe autour de nous en termes de commentaires de la population. Et les médias, c'est là où il y a un grand défi, c'est que aujourd'hui, vous l'avez dit tous les deux, vous avez perdu la capacité de recevoir l'information à un seul endroit. Ça n'enlève pas l'importance de l'écosystème natif de chacun de ces médias-là. Que ce soit un Journal de Montréal, un TVA Nouvelles, Le Devoir, la presse, chacun, au-delà de ses contenus, va offrir son expérience usagée qui va servir une partie de la clientèle. Oui, mais en tout cas, écoute, on va manquer de temps, Alexandre. C'est juste, moi, puis moi, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, encore une fois, j'ai écrit dans le journal. Mon article aujourd'hui a comme magnifiquement bien marché. J'ai 50 commentaires. Mais c'est des lecteurs du journal que je ne connais pas, qui, pour une raison ou X, Y, Z, souhaitaient dire ce mot-là sur mon article. Mais ce qui me manque, puis même, tu sais, X, que j'ai commencé à fréquenter beaucoup plus depuis 1 an, because c'est là, c'est la dimension où on socialise la nouvelle. Fait que oui, t'as raison, il y a tous ces écosystèmes-là, mais justement, c'est devenu un peu des, tu sais, t'as les chasses gardées de la presse, du journal, du Devoir, du New York Times. Il n'y a plus un endroit où je peux avoir Phil, puis toi, puis
Puis lui, qu'on commente. Ce qu'on faisait dans Facebook principalement. Et que j'adorais, là, qui carrément faisait probablement de moi un meilleur citoyen. Lui, il a eu des empoignades for the better. Tu comprends? Ça m'a fait progresser dans ma réflexion. Je n'ai plus cet endroit-là. Puis X, ce n'est pas cet endroit-là. LinkedIn, tout le monde a un peu les fesses serrées. Tu sais, fait que, tu vois ce que je veux dire? Il y a comme un vacuum comme démocratique qui s'est créé. Alors, j'aime pas beaucoup vous encourager pour vous dire soyez patient, ça s'en vient. Oui, parce que je sais que tu travailles. L'entrevue n'est pas pour ça. Je veux qu'on te reçoive pour l'entreprise. Mais l'idée d'avoir sorti ce livre blanc-là, c'est que vous travaillez justement sur une plateforme qui pourrait répondre à ça. En fait, même, ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, je dirais, le cadre numérique qu'on présente avec le livre blanc et on met les pièces en place, c'est le fondement qui nous a dirigés pour le développement de notre plateforme qui est en bêta fermée depuis 1 an maintenant et qu'on va être prêt à ouvrir à la population générale sous peu, qui va venir justement rétablir cet équilibre-là. Juste à titre d'exemple, aujourd'hui, là, déjà, il y a le débat de savoir le 100 millions proposé par Google. À qui? Il va être divisé comment? et déjà, ça grince des dents dans la communauté. Moi, je vous dis, c'est déjà prévu, nous, dans le système. Nos algorithmes sont faits pour ça. Ben, si je dis, les médias qui vont avoir des contenus chez nous, s'ils réussissent à toucher entre 25 et 50 sous pour chaque dollar générer de l'activité autour de leur contenu sur une entente 1 à 1. Tu viens complètement de transformer l'industrie. Écoutez, il n'y a jamais Google ni un Facebook qui va proposer ça. Ils ne sont pas là. Mais là, en fait, je ne veux pas te dire quoi faire dans ton plan d'affaires, c'est ta job, mais tu sais, c'est d'asseoir tous les médias pour qu'ils fassent un deal avec vous. T'sais. En fait, chacun va pouvoir faire un deal 1 à 1 en ligne, éventuellement. On va faciliter l'expérience. Parce que c'est du côté, on veut faciliter la vie des consommateurs. Vous l'avez dit vous-même, dans votre consommation, c'est plus compliqué qu'avant. Mais il ne faut pas que ça soit plus compliqué non plus pour les médias de pouvoir profiter de ça. Donc, notre travail, c'est de faciliter leur vie à eux aussi. Philippe. Alexandre, merci d'être venu. Si les gens veulent aller lire le livre blanc, est-ce qu'il y a un site web? Oui, à partir de notre blog, donc blog.hybe.com, ils vont pouvoir avoir accès... H-I-B-E. Qui vont pouvoir avoir accès à la version originale anglophone et la version francophone. Je dis originale anglophone parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs articles qui sont redirigés vers des études internationales, américaines. Donc, mais oui, c'est accessible à tous. Merci encore une fois, Alexandre Hainaut, qui est vice-président chez... Virtual Artifacts. Virtual Artifacts. Super, merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez toujours nous écrire studio@cube.radio et on se retrouve pour un prochain épisode. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.